je peux dire que the first impression matters a lot. Il m'a fait une bonne impression. Et j'avais déjà lu ce qu'il fait, ce que l'Assemblée fait. Ils font un long travail, un type de critique, un type d'assistance à l'exécutif. Oui, alors, je dirais, c'est une bonne chose à vous. On l'annonçait déjà depuis quelques temps, le gouvernement togolais veut ajouter une nouvelle corde à l'arc de la diplomatie togolaise. En plus de son rôle classique, notre diplomatie va ainsi être appelée à se mettre au service du développement et de la croissance économique en essayant de drainer les flux d'investissements privés étrangers vers le pays. Les opérateurs économiques nationaux seront mis à contribution. Ce matin, un accord de partenariat a été signé à cet effet entre le ministère des Affaires étrangères et de la coopération et la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Il sera question notamment d'associer dorénavant les hommes d'affaires togolais aux missions diplomatiques en vue de leur permettre de nouer des partenariats économiques avec l'extérieur. Compte rendu Antoinette Oman-Vovo à Nolkilio. La diplomatie togolaise renforce ses orientations en matière de promotion des activités économiques et ce, en attirant les investisseurs étrangers vers les objectifs de développement définis dans la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. La signature de cet accord de partenariat entre le ministère des Affaires étrangères et de la coopération et la Chambre de commerce et d'industrie du Togo constitue un signal fort de l'engagement de l'État à soutenir le secteur privé à l'international. Aujourd'hui, nous avons décidé de mutualiser nos efforts afin que nous parlions d'une même voix. Nous faisons en sorte que le renforcement des capacités et les réformes perpétrées par le gouvernement togolais soient connues de par le monde. Au terme de cet accord, le ministère des Affaires étrangères s'engage à offrir à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo des possibilités d'identifier et d'exploiter des potentialités de la coopération en vue de promouvoir les entreprises togolaises. À chaque fois qu'il y aura des missions, pas toutes les missions bien sûr, des missions que nous jugerons officielles et économiques, nous allons associer la Chambre de commerce, nous serons accompagnés par les hommes d'affaires togolais pour qu'ils puissent nouer des contacts avec les hommes d'affaires des pays concernés et rentrer au Togo avec des possibilités d'ouverture d'entreprises aujourd'hui et d'employer des Togolais et des Togolaises dans des sociétés sur place. Les deux parties conviennent de respecter les engagements pris et de conduire toutes les actions pour mettre la diaspora à contribution en favorisant son apport dans l'économie nationale. Attirer les investissements privés d'étrangers, oui, mais tout en y mettant un peu de prudence, car cela peut comporter parfois des risques que le ministère de l'économie et des finances, en collaboration avec la Banque africaine de développement et la coopération italienne de développement, s'active pour atténuer. Les trois partenaires ont ouvert ce matin une formation destinée à préparer les opérateurs économiques togolais et béninois à la maîtrise de gestion des risques de projet. La session se tient à Lomé. Précision Gérard Lagoudou, Fallon Onego. C'est au tour du Togo de se familiariser avec les instruments d'atténuation des risques en matière de projet après la Tunisie, le Kenya et la Côte d'Ivoire. L'objectif est de minimiser l'échec des programmes et projets de développement à travers une meilleure gestion des finances qui leur sont allouées. Cet exercice proposé par la Banque africaine de développement BAD engage les opérateurs du secteur public et privé à convaincre les investisseurs sur les opportunités qu'offre le Togo. Il faut analyser chaque risque en soi et voir si c'est un risque qui est acceptable du point de vue des investisseurs. Évidemment, il y a des risques qui sont plus importants, sur lesquels peut-être il y a besoin d'avoir quelques mécanismes de rehaussement pour permettre aux investisseurs de les prendre. Notamment les risques politiques, notamment les risques de rupture de contrat, parfois même les risques de demande par rapport à une exploitation commerciale. Évidemment, c'est un domaine compliqué, c'est un domaine qui demande toujours une attention spécifique aux problématiques inhérentes au projet en particulier, et sur lesquels il faut vraiment négocier avec toutes les parties prenantes. Ces outils d'évaluation des risques mis à portée des économies africaines par la BAD, l'un des premiers bailleurs du Togo, vise à instaurer de la confiance entre les investisseurs et les opérateurs en anticipant sur tous les risques inhérents au projet et empêchant les investissements. Je suis très heureux que nos collaborateurs qui gèrent ce projet africain de l'évaluation des risques aient proposé le Togo. Pourquoi le Togo?
parce que nous avons constaté que ces dernières années, le Togo s'est lancé dans un grand programme d'investissement et surtout de réhabilitation des grandes infrastructures économiques. Il faut que ces projets-là aient un impact non seulement sur l'économie, mais sur, j'allais dire, la qualité de la vie des Togolais. L'atténuation des risques en matière de projet est un efficace remède pour que la croissance en Afrique induise un développement durable et participatif. Du côté du secteur agricole, les discours du jour ont également été axés sur l'investissement privé. Les organisations paysannes togolaises et la Confédération des coopératives italiennes dénommées Copermondo ont décidé de joindre leurs efforts afin de définir des stratégies de financement de l'agriculture togolaise. Le sujet était au centre des échanges que les deux partenaires ont eu aujourd'hui à Lomé. Le but étant de contribuer à l'épanouissement des producteurs. Reportage Eric Djaniko, Isidore Koubatine. Les organisations paysannes du Togo et les acteurs locaux font ici le point des activités menées durant 2 ans grâce au partenariat avec la coopérative italienne Copermondo. Notre objectif, c'est que soit la composante financière que celle agricole puissent aller sur le même pas. Donc on a eu un peu de retard au niveau de la formation de la composante agricole, et ce qui fait que avec eux nous avons démarré tard. Mais notre objectif effectivement c'est qu'il y ait une cohésion dans la démarche des deux composantes du projet. Ci vuole anche la componente agricola che fa il suo. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été injectés par la Confédération des coopératives italiennes pour soutenir les efforts des producteurs togolais. C'est un appui qui est venu au bon moment parce qu'ils ont besoin des moyens financiers, non seulement pour agrandir leur unité de transformation et aménager leur unité de transformation, mais aussi ils ont besoin des moyens pour acquérir d'autres équipements performants pour pouvoir les permettre d'augmenter leur capacité de production. À ce titre, le crédit a pu permettre à certains d'augmenter leur chiffre d'affaires et puis d'avoir un peu plus de bénéfices et de créer beaucoup de main-d'œuvre et d'emplois. Ce partenariat, destiné à promouvoir davantage le secteur agricole togolais, est déjà bénéfique à bien des égards pour les promoteurs locaux. Il mérite d'être entretenu pour d'autres perspectives plus prometteurs. Et parlant de l'agriculture, voilà l'un des secteurs sur lesquels le gouvernement table pour réaliser la croissance économique et le développement durable au Togo. Cela est d'ailleurs clairement indiqué dans la SCAP, la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Ce matin, les membres du comité sectoriel eau, assainissement, environnement et cadre de vie de la SCAP se sont retrouvés pour examiner et valider leur projet d'agenda de travail 2014 ainsi que leur budget annuel et le tableau de bord des indicateurs pour le suivi et évaluation du document. Voyons de quoi il s'agit exactement dans ce reportage d'Aliou Ouro-Tchitchiri et Arnold Kiliou. Le comité sectoriel eau, assainissement, environnement et cadre de vie en session ordinaire valide son plan de travail et budget annuel et son tableau de bord des indicateurs pour l'année 2014. Ces deux outils sont indispensables pour les 3 ministères concernés pour le suivi et évaluation de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. Cette première session permet aux acteurs de fixer les directives pour la préparation à temps des documents à examiner lors des prochaines sessions du dit comité. Nous avons un projet de programme de travail dans l'année qui est restructuré en 4 sessions. Nous allons le partager avec nos partenaires techniques et financiers, la société civile. Et ensemble, nous allons le discuter. Si nous sommes tous d'accord sur cet agenda, ça voudrait dire que nous aurons 4 sessions dans l'année. Le comité sectoriel eau, assainissement, environnement et cadre de vie entend jouer pleinement son rôle pour la mise en œuvre efficace de la SCAP à travers une bonne exécution du plan de travail établi. Je vous annonce que très prochainement, mon département s'engagera à mettre sur pied une approche sectorielle ou SWAP à travers la mise en œuvre d'un cadre de coordination. Je veux nommer le comité sous-sectoriel eau et assainissement.
Cette approche sectorielle permettra d'instaurer plus de confiance vis-à-vis des PTF, de renforcer les capacités de pilotage du secteur eau et assainissement, de consolider les acquis des financements traditionnels, tout en créant les bases pour l'alignement et l'harmonisation des bailleurs de fonds. À l'issue de cette première session, chaque ministère disposera d'instruments de planification et de suivi appropriés de la SCAP. La sérénité est de retour au sein de la communauté musulmane de Ketao, dans le nord du Togo. Ces dernières années, de vives tensions, débouchant parfois sur de violents affrontements entre fidèles de l'islam, ont perturbé les activités de cette ville commerçante. Les cadres de la région ont donc pris leur bâton de pèlerin pour tenter de calmer les esprits. Cela a été laborieux, mais ils y sont parvenus. La preuve en est la tenue samedi dernier d'une journée dite citoyenne de la réconciliation et de la paix, au cours de laquelle tous les protagonistes ont promis de taire leurs divergences et de poser dorénavant des actes allant dans l'intérêt de la communauté musulmane en général et de l'islam en particulier. Nestor Mouzou. Du 13 au 23 février ont été organisées à Ketao des rencontres dénommées Journée citoyenne de la réconciliation et de la paix. À l'actif de l'ICPK, Association citoyenne pour la paix à Ketao, constituée en décembre 2013, ces journées ont connu la participation des cadres de la localité et de la préfecture de la Bina. 1er août 2012, 9 août 2013, deux dates qui rappellent de mauvais souvenirs. La communauté musulmane de Ketao s'est entre-déchirée. Tout ce qui s'est passé dans le temps jusqu'à ce jour, les casses, les querelles, les tapages, les violences qui se sont passées dans notre canton ne nous font pas honneur. En conséquence, il faudra effectivement organiser la mise en œuvre du retour de la paix. À la suite des discussions, les participants sont parvenus à des résolutions pour tourner les pages sombres de la vie en communauté à Ketao. La première résolution concerne l'acceptation, la reconnaissance par les fidèles musulmans de leur imam, choisi de façon consensuelle avec l'appui du chef de l'État qui a facilité les rencontres. Les populations de Ketao admettent également que l'imam, qui est imam principal de Ketao, devra recomposer son conseil pour inclure ceux qui actuellement ne prient pas derrière lui. Les populations de Ketao acceptent également que l'appel du muezzin, surtout le premier appel matinal, doit se faire dans l'ordre. L'imam désignera la mosquée qui va le faire. Toutes les mosquées ne feront pas l'appel du muezzin matinal ensemble. Le ministre d'État chargé des affaires présidentielles a été le facilitateur au cours des travaux de ces journées citoyennes. Après avoir indiqué l'attention que le chef de l'État, Faure Sosebna Gnazingbe, accorde à la réconciliation et à la paix, Soli Toki Eso a appelé les protagonistes de la crise à Ketao à transcender les visées individualistes pour regarder du côté de l'intérêt général. Retour sur le campus universitaire de Lomé, théâtre la semaine dernière de violentes manifestations d'étudiants. Ceux-ci entendaient protester contre les nouveaux critères d'attribution des bourses et allocations de secours. Et ils ont choisi leur moment, la période des examens. La police qui a été dépêchée sur les lieux a donné la charge. Certains manifestants ont été interpellés puis libérés plus tard. Aujourd'hui, quelle est l'ambiance qui règne sur place? Nathalie Panegué y a fait un tour ce matin. Reportage. C'est dans une ambiance de sérénité que les étudiants de l'université de Lomé composent pour le compte des examens de fin du premier semestre de l'année en cours malgré les menaces de certains étudiants. Avant, le lundi, il y avait des échauffourées, mais actuellement, on voit qu'il y a la sérénité, le calme. La preuve, certains de nos camarades sont dans les amphis, ils composent. Ce matin, nous sommes au cours. Nous sommes arrivés, il y a certaines facs qui n'ont pas encore commencé les examens, mais il y a d'autres qui ont déjà déroulé. Nous sommes là le matin, bon, en fait, nous sommes en train de voir les ambiances. Et ça se passe bien. Bon, on peut dire, il y a les aides qui ne sont pas encore sorties aussi, ça nous démoralise. Et le campus est cadré aussi par les forces de la police et de la gendarmerie qui assistent la police fidèle
pour bien faire son travail. S'il est vrai que toutes les dispositions ont été prises par les responsables de l'université pour assurer le bon déroulement des épreuves, la période d'avant a toutefois connu quelques perturbations selon le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Avant les examens de fin de semestre, il y a une association qui, sans aucune revendication de départ, a tenté simplement de perturber les activités pédagogiques en exerçant de la violence sur les étudiants. Ces étudiants-là, qui cherchaient à faire violence sur le campus, ont été interpellés puis relâchés. Les activités pédagogiques ont continué normalement, les examens également. Face donc à cette réaction des étudiants, Nikwe Broum a eu à réunir le collège des délégués élus et tous les responsables d'associations dûment enregistrés. Le collège des délégués a promis de faire en sorte que les étudiants soient plus informés et nous a demandé de les accompagner pour une meilleure information s'agissant par exemple des problèmes des critères et allocations de secours, puisque c'est souvent ce qui est brandi comme prétexte pour créer des troubles sur les campus. Nous sommes à l'écoute des étudiants. S'il y a de nouveaux problèmes, qu'ils viennent à la table de discussion. C'est sur ces mots que le ministre Broum invite les étudiants au dialogue avec les autorités en cas d'insatisfaction. Le gouvernement tient à rassurer le monde universitaire qu'il ne lésinera pas sur les moyens adéquats pour un heureux aboutissement des examens dans le respect des franchises universitaires. La télémédecine fait son entrée dans les pratiques médicales au Togo par la Grande Porte. Ce matin, il a ainsi été procédé officiellement au lancement de cette haute technologie à Lomé à travers une rencontre organisée par le réseau pour l'Afrique francophone de la télémédecine. Suivons le compte-rendu de Essoham Teutou. C'est le début d'une nouvelle ère pour la médecine au Togo. La télémédecine qui paraissait comme un rêve il y a peu est devenue une réalité. Ceci grâce au RAF Togo, réseau pour l'Afrique francophone de la télémédecine, dont les activités sont lancées ce 24 février 2014. Pour le promoteur, c'est un bel exemple de coopération sud-sud et nord-sud qui permettra de solutionner les difficultés dont souffrent les hôpitaux togolais. Le Togo est rentré sérieusement en chantier dans tous les domaines. Et en voyant la politique du président de la République, il a placé l'éducation et la santé au centre des préoccupations. C'est pour ça, dans sa politique, on a compris qu'il fallait un accompagnement. C'est juste dans l'amélioration des performances, dans l'amélioration ou dans l'accompagnement des populations rurales en termes de soins de santé qu'on a pensé qu'il était nécessaire d'apporter la télémédecine au Togo. Le Togo est capable quand même et que la télémédecine qui ne demande pas grand-chose. On a la connexion Internet aujourd'hui, ça ne demande même pas un grand débit. Tout à l'heure, on vient de le présenter, c'est 20 kilobits. Ce programme aux multiples avantages est à mettre à l'actif du chef de l'État Fonia Singbe qui fait de la formation continue du corps médical et de l'accès pour tous aux soins de qualité une préoccupation. Les premiers pas de la télémédecine au Togo bénéficient du soutien du professeur Antoine Geschbuller du service de cybersanté et télémédecine des hôpitaux universitaires de Genève en Suisse. À travers une démonstration, il a fait découvrir à l'auditoire cette haute technologie applicable au Togo et à tout point du territoire. Pour le ministre Nikwe Broum, représentant du chef du gouvernement, cet outil sophistiqué qui marche quelle que soit la taille des infrastructures permettra au Togo de faire des sauts qualitatifs dans le domaine médical. Nous avons enfin là une nouvelle opportunité de faire de notre système de santé, à partir de ces moyens innovants, de faire des avancées, de faire un saut qualitatif, puisque les problèmes évoqués sont connus. En matière d'offre de soins, les pays comme les nôtres, et notamment le Togo, ont encore du chemin à faire. Du chemin à faire pour
offrir des soins de qualité et surtout dans les milieux les plus reculés. Déjà dans la capitale, ce n'est pas toujours évident. Et donc, avec ces nouveaux moyens qui convoquent tout ce qu'il y a comme point avancé de la télécommunication, adapté aux services de santé, nous pouvons faire des sauts qualitatifs. 3 centres pilotes ont été retenus pour le début des activités de la télémédecine au Togo. Il s'agit de Bita et des centres hospitaliers universitaires Sylvanus Olympio et Campus. Un atelier d'analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest s'est tenu ce lundi à Lomé. Initié par le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, cette rencontre avait pour but d'examiner les capacités des dispositifs nationaux de collecte et d'analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en vue de leur amélioration. Albertine Yakin. Des statistiques agricoles révèlent que l'insécurité alimentaire menace le monde rural, notamment les petits exploitants agricoles. Pour garantir donc une production de denrées alimentaires en quantité et en qualité et éradiquer la faim, une cellule d'analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un cadre harmonisé s'est constituée au plan régional. L'objet de cette rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la promotion d'un outil qui est un outil d'analyse de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Et c'est un outil consensuel. Cela permet de pouvoir faire à terme une comparaison entre les pays, une analyse globale de l'ensemble des pays de la sous-région, avec une méthode consensuelle et unique. Le cadre harmonisé est un outil d'analyse de la sévérité de l'insécurité alimentaire. Pour la 2e année consécutive, cet instrument contribue à l'élaboration de la cartographie de l'état de l'insécurité alimentaire à l'échelle régionale. Et que ce soit dans les pays du Sahel ou dans les pays côtiers, c'est la même méthodologie qu'on utilise pour déterminer les postes de sécheresse, les populations vulnérables et leurs besoins. Si par exemple nous produisons beaucoup de manioc, ce qui n'existe pas dans les pays sahéliens, on va adapter tout ça là à nos réalités, de sorte qu'on puisse générer des indicateurs qui permettent d'identifier les zones vulnérables et éventuellement voir quelles sont les dispositions à prendre pour parer à ces genres de phénomènes. Les produits du cadre harmonisé constituent un élément de mobilisation et d'utilisation des stocks physiques et financiers en faveur des pays ou des zones en situation de crise alimentaire. Le processus d'élaboration d'un nouveau code foncier au Togo, engagé depuis quelques années, a reçu ce lundi le renfort des urbanistes, cartographes et géomètres. Réunis à Lomé, ceux-ci ont orienté leurs échanges sur leur contribution à la rédaction de l'avant-projet de code, considéré par tous comme l'instrument qui devra permettre une meilleure gestion du foncier au Togo. Clarisse Atikle. Les problèmes fonciers sont en phase de trouver des solutions durables au Togo grâce à un nouveau code foncier en cours d'élaboration. Les différents mots diagnostiqués lors des états généraux du foncier en 2012 trouvent des approches de solutions dans le nouveau code. Parmi ces problèmes, l'épineuse question de la double vente des terrains. Dans les tests antérieurs, on a dit que le titre foncier est définitif et inattaquable. Mais dans cet avant-projet de code foncier, les rédacteurs ont estimé qu'il y a beaucoup de cas où les titres sont créés par erreur ou avec fraude. Donc c'est pourquoi ils veulent maintenant que ce titre foncier soit attaqué au cas où il y a fraude ou erreur. Donc les discussions sont en cours et on verra ce qu'il y a bien lieu de retenir définitivement. Ici, l'avant-projet de code foncier est soumis à l'appréciation des professionnels de l'urbanisme, des cartographes, des géomètres. Ils ont la responsabilité de l'analyser et de faire d'éventuels apports visant à améliorer ces dispositions. Un outil très important pour le développement du pays. La nouvelle gestion, c'est de se conformer à la loi, c'est-à-dire ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Si on vous dit de ne pas vendre un terrain qui ne vous appartient pas, ne le faites pas. Si on vous dit de ne pas occuper les voies publiques, ne les occupez pas.
Si on vous dit par exemple de ne pas occuper les réserves, il ne faut pas les occuper. Ce nouveau code a prévu tout cela. C'est pour cela que je vous dis que tous ceux qui vont contrevenir aux dispositions de ce code trouveront justement à qui parler. Autant d'innovations dont regorge ce futur code qui donne les moyens au Togo de mieux gérer sa politique d'habitat et d'urbanisation. Cet instrument juridique permet en outre d'offrir à l'ensemble des Togolais un maximum de garanties et de sécurité dans les différentes opérations foncières. Les ministres des Travaux publics et des Transports et de la Sécurité et de la Protection civile communiquent. Un grave accident de la circulation s'est produit le dimanche 23 février 2014 aux environs de 4 heures sur la nationale numéro 1 à la sortie nord de Défalé. Un véhicule remorque immatriculé TG 8238 AH TG et un autre immatriculé TG 4518 car transportant du bétail en direction de Lomé a dérapé de la voie suite à un éclatement subi d'un pneu et est allé percuter malheureusement un autocar immatriculé AA 3306 MD venant de Lomé à bord duquel se trouvaient plusieurs passagers. La collision a été très violente et meurtrière. On dénombre sur place 19 morts, 53 blessés, 30 bœufs tués ainsi que d'importants dégâts matériels. Des secours d'urgence ont pu être portés aux blessés qui ont été évacués vers le centre hospitalier universitaire de Kara pour des soins appropriés. Les ministres des Travaux publics et des Transports et de la Sécurité et de la Protection civile rappellent une fois encore l'ensemble des usagers à plus de prudence pour éviter ce genre d'hécatombes sur nos routes. Ils présentent au nom du gouvernement leurs condoléances les plus attristées aux familles éplorées, souhaitent prompt guérison aux blessés. Fait à Lomé le 24 février 2014, ont signé le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, colonel Yak Damahan, et le ministre des Travaux publics et des Transports, Nisao Nyonfam. Enfin, pour finir, la semaine de l'amitié entre les peuples célébrée depuis le 15 février dernier a connu son apothéose hier avec des réjouissances populaires itinérantes dans les quartiers. À chaque arrêt de la caravane, la population de Lomé avait eu droit à quelques dons de vivres. La ministre de l'Action sociale et sa collègue de la communication ont rehaussé le l'éclat de cette manifestation de leur présence. Charlotte Onsine. Et avait posé pour aboutir à Agoué, en passant par Bé, à Moutivé, Retranaoué, Tokouin Doumassé, Nikonakoué, Kodjoviakopé et Didjolé. Cette caravane marque la fin des activités inscrites au programme de la Semaine de l'Amitié entre les peuples. Le Rotary Club Lomeko Côtier et le Club Saint-Jean de Dieu, organisateurs de cet événement, se félicitent des résultats obtenus. Nous avons contribué à l'enracinement de la paix, à la culture des valeurs que sont la tolérance, l'enrichissement à travers l'autre. Et nous avons pu mettre au cœur des Togolais beaucoup d'espérance, car il faudrait qu'il y ait la paix pour que nous puissions tous vaquer à nos occupations et apporter notre pierre à l'édifice national. Les objectifs de cette manifestation, entre autres le renforcement de l'amour fraternel, la culture de la paix et la diversité culturelle, répondent au souci du gouvernement de bâtir un Togo nouveau dans la paix et la concorde nationale. La diversité culturelle est une richesse. C'est une source d'enrichissement à condition qu'on prenne le temps de se connaître, de se rencontrer. Et c'est pour cela que je souhaite que cette première édition ne soit pas la première et la dernière, mais que nous puissions perpétuer cela. C'est ainsi que nous pourrons construire la paix dans notre pays, la cohésion sociale. Nous voulons dire que la paix doit rester un combat de chaque jour et que la fête qui a commencé ici pour la paix continue dans nos cœurs tout au long de l'année 2014 et bien au-delà, et vive encore la paix chez nous, vive la fraternité, vive l'amitié. La semaine de l'amitié entre les peuples, première édition au Togo, fera des émules dans les pays voisins grâce aux délégations étrangères qui ont pris part à l'événement à Lomé et à qui les organisateurs n'ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance. D'autres éditions seront également organisées dans les années à venir. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Retenez que en guise de sujet phare, nous avons développé une actualité relative
à la nouvelle mission que les autorités assignent à la diplomatie togolaise. Celle-ci doit maintenant porter le manteau de démarcheurs, des investisseurs. Les opérateurs économiques locaux sont appelés à y apporter leur contribution. Un accord de partenariat a été signé dans ce sens ce matin entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Il s'agit de Robert Doucet pour les affaires étrangères et de Jonathan Fiao pour la Chambre de commerce. Merci de nous avoir suivis. L'autre actualité, vous la retrouverez à 21h. Ce sera une actualité sportive dominée par les Jeux olympiques de Sochi. Merci, ce sera présenté par une édition présentée par Alfred Kolani. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. La diplomatie togolaise est désormais orientée vers la mobilisation des investissements privés étrangers. Des opérateurs économiques togolais seront mis à contribution pour faire de cette nouvelle mission un succès. Un accord a été signé dans ce sens entre le ministère des Affaires étrangères et la Chambre de commerce. Les esprits s'apaisent au sein de la communauté.